pense que c'est important pour les entrepreneurs. Quand on a une voie et une passion, un axe, il faut y aller à fond, y croire. Quand on a envie, il faut y aller et tout est possible. C'est un travail d'endurance d'être entrepreneur. J'entends, j'ai eu de la chance et j'aime beaucoup les gens qui ont de la chance, moi j'y crois pas trop. Il faut toujours prouver à son entourage par une réussite. Il veut le meilleur pour moi, non, s'il voulait, il me laisserait faire ce que je veux, il a rien compris. Passion ou obsession? Non, passion. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Maker. Alors je vais prendre une minute pour vous remercier déjà pour tous vos commentaires, vos likes depuis le début de cette chaîne qui est vraiment très jeune. Pensez à vous abonner si vous apprenez plein de choses, ça m'aide énormément à développer la chaîne et puis aussi à avoir des super invités. D'ailleurs aujourd'hui, je suis très heureux de te recevoir Pierre. Merci pour l'invitation Gabriel. Comment vas-tu? Ça va super, plein de beaux projets et puis je suis content de participer à ton super podcast. Merci. Ça va être trop bien, ça va être très cool. On s'est rencontrés il y a quoi? 2-3 mois? Ouais, c'est ça, exactement. C'était lors de ma dernière exposition, donc c'était il y a 3 mois exactement. Ouais, c'était sur quoi déjà? C'était en collab avec la marque Unus, c'est une marque de scooter électrique pour lequel je suis ambassadeur. Et en fait, ils m'ont laissé carte blanche pour que je prenne lieu, en fait, je prenne place en fait dans ce magnifique lieu qui était une ancienne écurie. Et donc, j'ai pu exposer une dizaine de pièces et donc me renouveler à cette occasion-là. Et c'était un super moment, super événement. J'espère que tu as apprécié. Ouais. Je pense que moi, celle qui était la plus folle en termes de pièces, c'était le pan. Le pan, ah oui. Ouais. Forcément, cette pièce a été faite uniquement en fait, pour cette exposition. C'était un peu la masterpiece de l'expo qui était centrale sur un plateau tournant et avec des effets de lumière et de projection était animé. Donc, ça recouvrait tout le mur. Ça faisait un peu le côté waouh à l'exposition. On le mettra exactement là, on l'incrustera si tu veux, je te ferai une miniature pour ton décor. Ouais. Magnifique. Parce que là, c'est intéressant parce qu'on parle directement d'art et là, tu parles aussi presque d'entrepreneuriat. Et c'est un peu tout le sujet de l'interview parce qu'on ne t'a pas encore présenté quand même, mais tu es artiste plasticien, je peux dire ça? Artiste plasticien ou artiste designer, c'est que j'ai plusieurs casquettes. Je fais beaucoup de projets différents, mais c'est ça aussi qui m'anime. Donc c'est vrai qu'artiste plasticien, c'est vraiment l'artiste qui travaille la matière. Donc ça, c'est quand je vais faire des expositions ou à créer dans mon atelier autour du plexiglas recyclé, ça on en parlera aussi. Et puis l'artiste designer, c'est plutôt toutes les collabs que je peux avoir avec les marques. Donc là, c'est le côté encore plus entrepreneur. C'est ça, exactement. Ouais. Ok. Tu fais ça depuis 6 ans déjà en indépendant? C'est ça, ouais. Je suis sorti d'école de Penningen, une école de direction artistique. Donc, j'ai été diplômé de cette école et maintenant, ça va faire 6 ans que je suis à mon compte et que j'expérimente et développe autour de la couleur et de la lumière. Donc, très vite, en fait, en sortant d'école, j'ai eu une courte expérience en fait, chez Courrèges, une maison de luxe qui, en fait, m'ont fait confiance pour faire des projets autour de la couleur et de la lumière. Donc, ça me représentait déjà assez bien. Et puis, très vite, en fait, suite à cette expérience, j'ai eu envie de développer des projets pour d'autres marques. J'étais vraiment animé par ma passion et parce que j'étais par mes créations. Il y avait énormément de choses à imaginer, à penser. Et donc, j'avais cette envie folle, en fait, d'être à mon compte. Directement. Et directement. Il faut qu'on en parle. Comment tu passes justement tu viens de sortir d'école, tu as une expérience assez courte, et puis évidemment, tu te dis, c'est bon, moi, je veux faire mon truc. Parce que depuis, tu as quand même collaboré avec Zadig et Voltaire, La Prairie, Canal+, Rock en Scène, La Durée, tu as même fait les awards, là, Instagram, 10 millions d'abonnés. Ouais, ça c'était... tu as fait un truc pour PSG, etc. Enfin, c'est assez extraordinaire, aussi pour Vald. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour Esprit Noir. Ça fait tellement de trucs. Je sais pas par où commencer, mais on va quand même commencer par le début. C'est comment tu t'es décidé et quand est-ce que tu t'es dit, moi, mon rêve, là, qu'il faut que je fasse, je suis fait pour être artiste, pour exposer. Alors, on se dit pas, je suis fait pour être artiste. En fait, c'est plutôt en fait les rencontres aussi, les envies qui nous font devenir peut-être sûrement artiste. J'avais cette envie En fait, c'est pendant l'année de mon diplôme, j'ai commencé à expérimenter cette matière et en fait, suite à mon diplôme, j'étais tellement animé par le volume, chose que j'avais peu ou presque pas en fait fait pendant mon cursus. J'ai commencé à développer plein de petites maquettes dans mon studio parisien, à justement essayer
des concepts pour des marques de luxe, créer des concepts forts en fait qui pourraient représenter l'ADN de chaque marque et chaque maison. Donc directement, en ayant cette idée de dire, attends, on fait un beau projet, une belle œuvre, mais il faut aussi qu'il y ait un intérêt derrière business. Exactement, c'est ça. J'étais déjà dans une optique de... en fait, ma stratégie était assez simple. C'était au lieu d'envoyer un CV à une maison de couture ou à une marque, c'était vraiment de les séduire par un concept fort et montrer que je pouvais innover ou présenter quelque chose, une solution intéressante pour leur marque. Et par CV, tu voulais dire, tu cherches à te faire recruter ou pas du tout, juste alors, je cherchais à... J'étais pas dans une optique de me faire recruter, c'était déjà peut-être dans une idée de collaborer avec eux, soit voilà, j'avais déjà en tête de monter ma structure. Et donc, en fait, suite à mes premières vidéos, posts sur les réseaux sociaux, donc c'est la maison Courrèges qui s'est intéressée à moi très vite. Et d'où cette expérience en tant que salarié. Donc, j'avais pas forcément envie être intégré à une marque, mais ça m'a aussi permis de comprendre de l'intérieur une maison de luxe. Et aussi, ça m'a permis de comprendre que je voulais aussi être à mon compte et pas être salarié pour une marque et gravir les échelons. Attends, mais t'as quel âge à ce moment-là? Parce que c'était il y a 6 ans, ouais, 23. Ouais. Donc à 23 ans, tu commences, en fait, tu le savais déjà, mais tu vois cette expérience, tu te dis, bah pourquoi pas, allons voir quand même ce qui se passe aussi chez Courrèges. C'est ça, exactement. Et ça m'a un peu ouvert les yeux et ça m'a conforté dans mon idée que je voulais être à mon compte et monter, moi, ma propre structure. Donc au final, ça allait très vite parce que c'était une courte expérience de 6 mois. Et puis, c'était un peu un pari à prendre. Et suite à cette expérience-là, en fait, j'ai eu la chance d'être approché par Canal+, qui m'a ouvert ses studios pour penser des concepts d'émissions de direction artistique. De la direction artistique, donc ça va être de l'identité du jingle et la décoration du plateau. Donc c'était vraiment pensé à 360 l'émission. Alors, attends, tu vois, j'aime bien m'arrêter toujours pour bien comprendre. Moi, j'aime bien essayer de décomposer la réussite et de me dire, j'entends, j'ai eu de la chance et j'aime beaucoup les gens qui ont de la chance, mais moi, j'y crois pas trop. Je crois surtout, il y a des causes à effet, il y a tout ce qu'on veut. Mais donc, tu as forcément osé avant d'avoir de la chance. Pour qu'on te voit quelque part, il s'est passé quelque chose. Tu avais déjà un compte, je sais pas, Instagram, tu avais déjà fait des vidéos. Comment ça s'est passé à ce moment-là? J'ai créé mon compte pendant mon diplôme à Penningen, donc c'était mes Ok. premières maquettes que j'ai postées à ce moment-là. Et puis après, j'ai beaucoup développé. Et Combien d'abonnés quand tu avais 22 ans, par exemple, et je venais de combien de temps t'as mis à commencer, percer? donc j'étais peut-être 500, Mhm. 500 000, voilà, c'était les débuts. Après, bon, donc ça s'est fait vraiment progressivement. J'avais pas vraiment encore, mais j'étais déjà dans cette optique de démarcher énormément, aussi par le biais de mes potes qui sont eux aussi entrepreneurs, donc qui étaient déjà un peu dans cette vibe-là de allez, on y va, on monte un projet, on démarche. Donc j'étais déjà dans cette énergie-là en fait de création et d'aller vers les autres pour se faire remarquer en fait. Donc ça m'a énormément aussi aidé à oser et de se dire on est jeune, personne va nous fermer des portes. Au pire, on se prend une claque, mais c'est pas grave, on continue. Et ça m'a énormément aidé pour justement me lancer et de ne pas avoir peur de rien parce qu'il n'y a pas de honte à avoir. On est jeune, donc on peut tout se permettre Mhm. finalement. Clairement. Euh, Et donc ça, c'est un conseil que j'imagine que tu donneras à tous les jeunes qui pensent à se lancer. Parce que là, ce que j'ai envie de comprendre, c'est à quel moment tu t'es dit, c'est sûr que c'est pour moi et je suis légitime. Parce qu'à 23 ans, c'est hyper jeune. Surtout quand on parle d'art. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, je connais un peu mieux, c'est son milieu. Et Mais au final, c'est lié, hein, vraiment. L'art, c'est lié à beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup d'énergie équivalente, que ce soit à l'entrepreneuriat, au sport, aux musiciens. mhm, C'est la même démarche. Et même, tu vois, pour te dire, ma sœur est maintenant agent et a plusieurs talents, des talents très variés, que ce soit dans la cuisine, une danseuse étoile et un sportif. Et au mhm. final, la démarche est la même si on n'a pas la même passion et pas le même talent. La démarche et l'envie, au final, se retrouvent, la même, je dirais pas rage, mais la même ambition, en tout Et le cas, même d'y panache. arriver. Voilà, c'est ça, c'est la même pour, dans chacun des secteurs. Ouais. Et donc, si on reprend à ce que tu disais sur le tout début,
tu avais 500 000 abonnés sur Instagram, toujours cette envie d'aller aussi vers l'autre et de se dire, bah, quitte à faire quelque chose, faisons-le ensemble. Si je peux lier mon art et en Bien sûr, bien plus sûr. derrière de la valeur pour un client et que c'est cool, c'est aussi de la légitimité. Ouais. Pourquoi pas? Et donc, à quel point Instagram t'a aidé au niveau de cette pré-légitimité? C'est-à-dire, tu étais à 500 000 abonnés, à partir de combien tu commences à percer aujourd'hui quand même pour le contexte, t'es à 55, 60 000? Je suis à 50 000 abonnés, ouais, c'est ça. Sur Instagram. Après, j'ai d'autres aussi réseaux, mais c'est vrai que mon réseau principal lié à l'image, ça reste Instagram. Donc, c'est quand même mon gros moyen de communication. Ouais. Et t'as mis combien de temps à percer dessus vraiment? Percer, même à 50 000, je dirais pas que. Mais ça, en fait, c'est vrai que ça prend énormément de temps. Chaque projet, au final, t'amène à gagner en visibilité. Donc, tu profites de la notoriété de chaque marque ou chaque collab ou Malin. artiste avec qui tu travailles. Donc, c'est vrai que ça, c'était assez... Tu leur demandes ça au moment? C'est à Canal+, etc., de faire comment on appelle ça, du cross-posting ou des choses comme ça? Ah oui, ça, c'est obligatoire pour moi. Je suis obligé de valoriser mon travail et de me mettre en avant parce que je sais que je suis jeune et que c'est important de... Et bah, avec Canal+, je voulais absolument être dans le générique à la fin. Et même petite fierté personnelle, c'était important d'avoir mon nom dans le générique. Donc, bien sûr... Et puis même maintenant, bah, dès que je fais un contrat, il faut qu'on sache exactement à quel moment mon nom va être placé et tout va se monétiser aussi. Il y a Donc, vraiment cet état d'esprit quand même business, enfin entrepreneurial. Et c'est vrai bien qu'on le sûr, bien ressent sûr. bien sur ton site, sur pierrebro.fr. .com, ouais. On le ressent, c'est hyper bien foutu pour, tu vois, je veux dire, pour un artiste. C'est hyper bien fait, c'est-à-dire qu'on voit tout, c'est clair, c'est net, c'est précis, il n'y en a pas trop, il n'y en a pas assez. Ouais. Et on sent que derrière, il y a vraiment cette envie de présenter sans trop en dire, mais en expliquant bien. Et c'est une super maquette en fait. Bah merci. En fait, c'est ça qui m'a pris le plus de temps. Donc, c'est pas mon site internet, mais d'apprendre à me structurer. Comme tu disais, je fais beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens, et d'autant plus que je suis artiste. Donc, j'ai plein d'envies un peu folles. Et du coup, chaque projet m'amène à un autre, et dans des portes directions où une rencontre m'amène à une voie complètement que je connaissais pas. Et donc, à un moment, ça a été la question, mais je pars dans tous les sens. Même moi, j'arrive peut-être plus à suivre. Donc, c'est-à-dire que les autres ne comprennent même plus où je veux en venir. Donc, il y a un moment, il faut se structurer pour que les autres comprennent justement quel statut tu as. Et donc, en fait, j'ai structuré mon activité autour de 3 pôles, on va dire, de l'art, du design et de la mode. Et maintenant, j'essaye maintenant, ce qui est déjà assez large. Hein, oui, ce qui est déjà très large, évidemment. Et donc, voilà, j'ai mis un peu des graines un peu dans ces 3 pôles. Et maintenant, j'essaye de les consolider en matchant mon temps à part égale dans ces trois pôles. Et donc, l'art, ça va être vraiment l'exposition, par exemple, que tu as une démarche plus personnelle avec des œuvres en volume que tu as pu voir. Le design, ça va être mon projet de collab avec les marques. Donc là, c'est très vaste aussi. Je fais beaucoup de collabs différentes dans beaucoup de sujets différents, que ce soit le sport, la musique, des plateaux télé, des collabs avec Instagram. C'est vraiment très varié, mais c'est toujours rattaché à une marque. Et la mode, ça va être une thématique autour du coup plutôt de la direction artistique, où je vais créer un univers pour un artiste ou un vêtement, un accessoire et créer du contenu photo ou vidéo pour... dans le secteur de la mode. Comment on se trouve en tant qu'artiste? Comment on se dit, voilà, parce que là, c'est beaucoup, ça, il y a plein de choses, mais tu commences par où? Comment est-ce que tu te trouves pour faire du bon art? J'ai l'impression qu'il faut bien se connaître d'abord. Et comment est-ce que tu arrives à bien te connaître et à développer, en fait, dire ça, c'est ce qui m'accomplit le plus en termes d'art, ça un peu moins, ça me touche beaucoup plus, et ça peut-être un peu moins. Alors, on se trouve... moi, je suis toujours en train de me dire qu'on expérimente toujours. Il n'y a pas de recherche aboutie, même si on peut ressentir dans mon travail que c'est très léché, très minutieux, très précis. C'est énormément de recherche, et je ne peux pas dire que je me sois trouvé. Pour moi, hein, je ne sais pas si un artiste se trouve vraiment. On est tout le temps en train de se remettre en question, à expérimenter des nouvelles choses. Donc, il n'y a pas de réponse au final. Pour le début, quand même. Enfin, si on prend plutôt le comparatif avec l'entrepreneuriat, on peut se chercher, par exemple, dire peut-être que j'ai envie de vendre des t-shirts, ou peut-être que j'ai envie de vendre un produit digital. Ça n'a quand même rien à voir. Bien sûr. Pourquoi je me suis lancé en tant qu'artiste? Oui, ça va être
Bah, j'étais animé par ça depuis toujours, même si au lycée je dessinais, mais voilà, c'était pas, je prenais pas non plus des cours de Mhm. dessin ou très peu. Enfin, et donc j'avais cette envie folle de création, même si autour de moi aucun de mes amis était artiste, dans ma famille pas du tout. Euh, donc je m'étais mis en tête c'était l'art ou rien, bizarrement. Surtout que j'étais pas non plus très Tu viens d'une famille plutôt quoi, entrepreneuriale, business? non, pas du tout, du tout. Mais ma mère est agent immobilier, donc tu vois, et mon Plutôt père business alors quand même. plutôt business, mais ils ont pas. Oui, non, non, c'était pas. Mais c'est pas eux qui m'ont donné l'envie de créer des projets, pas du tout. Non, c'est comme je te disais, c'était vraiment mes amis qui étaient Mm. déjà dans cette énergie de création de projets. On avait créé beaucoup de projets à l'école avec notamment Olivier Ramel que tu as reçu. Qu'on embrasse s'il nous écoute d'ailleurs. Exactement. Et donc voilà, on a créé énormément de projets, donc on connaît le goût du risque. Et donc, venant, tu me dis d'une famille qui n'a pas grand-chose à voir avec l'art, Ouais, tu as été soutenu au début ou c'est spécial de parler de ça? Je vois aussi une c'est famille qui n'a vrai. pas de carrière avec l'art. Et ça Ah, peut mais être... très bonne question. Ouais, est-ce que tu as été soutenu? Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce que ça t'a touché? Enfin, Euh, alors, c'est personnel, c'est vrai, mais ma mère était pas vraiment pour, et mon père m'a laissé faire, on va dire. Et puis, en fait, j'avais 1 an pour faire mes preuves parce que quand tu intègres une école d'art, c'était une école sans concours à l'entrée, mais la sélection après le passage en deuxième année était très, très, très dur. Et donc, mes parents m'avaient dit, moi j'ai dû me batailler un peu, mais j'ai dû, pendant cette année, prouver que j'avais envie. Et c'est vrai que c'était une école très, très compliquée. Donc, la première année, c'était énormément de nuits blanches. Mais je m'étais dit, bah, je me suis lancé là-dedans, je veux montrer et faire ça, parce que c'est soit ça, soit rien. mhm. Euh, donc je me suis battu et puis ça l'a fait de justesse parce que j'étais en concurrence dès la première année avec des gens qui avaient, eux, un entourage artistique qui les poussait énormément ou qui avaient fait beaucoup d'années de dessin avant moi. Donc c'est vrai que la rivalité était énorme, mais là, je pense qu'à ce moment-là, j'ai montré justement mon envie de création et j'ai montré que j'étais déterminé à, à, à réussir dans cette école, en tout cas, et à aller au bout, en tout cas. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis sur... finalement, tu viens pas de ce milieu-là. Mm. Tu n'as pas fait plus d'art que ça avant. Et Ouais, en fait, tu te dis, après le bac, ouais, c'est ça, ouais. c'est ça que je veux faire. Ouais, Et rien exactement. d'autre. Exactement, c'est venu, c'était pas pensé depuis le collège ou c'était assez tardivement au lycée. Euh, J'avais des idées on a tous des idées de métiers en tête. Moi, c'était donc lié à la création, mais c'était pas du tout ce que je fais actuellement. C'était plus des idées de dessinateur de dessin animé, Mhm. ou après, ça a été photographe de mode. C'est vrai que même pendant mes 5 années d'école, jusqu'à la fin, je ne savais pas du tout où j'allais. Je savais que j'étais en train de faire une bonne école et que voilà, ça allait m'ouvrir plein de portes et que j'avais appris à être polyvalent. Donc ça, c'était la force de Penningen. Euh, mais jusqu'au diplôme, j'étais complètement perdu. Et comme beaucoup de mes camarades, on savait pas trop le métier qu'on allait faire après les 5 années de diplôme. Et c'est vraiment, moi, ça a été révélateur pendant l'année du diplôme où j'ai trouvé mon médium, le plexiglas recyclé, et ma démarche autour de la lumière et de la couleur. Ça a été pas peut-être un coup de chance, mais bah, une révélation et une passion que je me suis trouvé tardivement et après à laquelle je me suis attaché Et que tu as continué à et que j'ai développer, continué à développer. développer. Et ça aussi, je pense que c'est important pour les entrepreneurs. Quand on a une voie et une passion, un axe, bah, il faut y aller à fond, y croire. Un peu Quand on a tête envie, baissée, mais quand on a envie, il faut y aller. quand Et on a envie, il tout faut y est aller. possible. Parce Exactement. qu'au final, je trouve que c'est assez exceptionnel quand même, extraordinaire de se dire que tu viens pas de ce milieu-là, tu viens pas de ce truc-là. Alors qu'on sait qu'en général, c'est quand même beaucoup plus facile si C'est c'est le vrai. cas. Et à 18-19 ans, bah en fait, en 3-4 ans, en travaillant quand même hyper dur, hyper fort, Ouais, tes nuits blanches, ouais. on peut y arriver. Et mieux que ça, et on en est Exactement. qu'au début. Tu as à peine Bah, 30 ans, j'espère que c'est le début. Et oui, oui, faut rien lâcher. il faut rien lâcher. Vraiment, il faut être déterminé, même si on croit pas en nous au départ. Bah, il faut prouver, de toute façon, il faut faire ses preuves. Qu'est-ce qu'il y Euh, a de dur au tout départ, là, à ce moment-là, par exemple, quand tu vois toute cette concurrence, quand tu vois tous ces gens qui sont entourés différemment, qui ont d'autres expériences, qui avancent peut-être plus vite? euh,
Bah, en fait, on n'a pas le choix, en fait. C'est comme un exemple concret. Moi, je me suis retrouvé pendant mon diplôme. Chaque étudiant autour de moi, on devait en fait faire des mini-scénographies. On avait un stand en fait à créer. Et chacun des étudiants était bien entouré avec 4-5 personnes pour fabriquer leur stand. Et même moi, à ce moment-là, j'avais pas envie de demander à un ami de m'aider ou quoi. Je voulais montrer que j'étais seul et j'ai passé une semaine, pour te montrer la détermination, à faire des trous dans une planche parce que je voulais créer une trame. Donc, c'était un peu déjà l'ADN de ma démarche, mais j'avais créé une trame percée avec 15 000 trous et j'ai passé une semaine parce que je ne trouvais pas chez Castorama la bonne trame et j'ai passé pendant une semaine à faire des trous à la perceuse dans une cave pour avoir les On bons aura la panneaux. photo de ça. Ah oui, bien ben, sûr, je te la montrerai. On l'incrustera aussi dans la Et vidéo. j'ai passé une semaine à faire ces panneaux pour te montrer la détermination. Et voilà, après, il faut rien lâcher jusqu'au bout. Et je pense que c'est ça qui fait la force de chaque entrepreneur ou chaque artiste. Faut se faire confiance, faut rien Tu fais lâcher. comment quand justement il y a toujours des moments où tu te fais plus confiance? Tu as fait tes 15 000 trous et en fait, c'est pas exactement ce que tu voulais. Ou tu as fait tes 15 000 trous, c'est exactement ce que tu voulais. Ouais. Et en fait, tout le monde s'en fout. Ou alors, tout le monde dit bon, Alors ça m'arrive presque, enfin très souvent. Souvent, on pense que c'est le bon projet, la bonne collaboration qui va te permettre justement d'exploser ou de te lancer, de gagner en visibilité. Et donc, tu es très content de toi et puis en fait, tu n'as pas les retours que tu attendais ou très peu. Et c'est vrai que par moments, tu peux être déçu. Tu te fais, bon, bah, j'y croyais. Et au final, et ça, bah, malheureusement, ça te donne aussi une force de dire, bon, bah, ça sera la prochaine. Et en fait, c'est un travail d'endurance d'être entrepreneur. C'est que chaque projet, bon, bah, même si c'est pas celui-ci qui t'a fait gagner n'importe quoi, 1000 abonnés ou je sais pas quoi, ou gagner autant d'argent, bon, bah, ça sera celui d'après. Mais c'est une course de fond et pas une course de vitesse. Donc ça, tu as une routine justement pour être constant dans la création. Parce que d'être constant dans la création, impossible. Impossible. Alors ça, pas du tout. Surtout que je suis un peu dispersé, on va dire, et j'essaye de prendre exemple sur mes amis qui sont, eux, entrepreneurs, et quand je vois leur calendrier avec chaque truc, etc., moi, j'essaie d'avoir quand même une rigueur, de tenir un agenda, bien sûr. Je suis obligé, sinon je ne serais pas là à l'heure. Mais pour ça, après, voilà, maintenant, je suis entouré. Je partais un peu plus en live quand j'étais tout seul. Maintenant, on est un petit studio. Il y a ma sœur qui est mon agent officiel, on va dire, depuis 1 an, mais qui m'avait déjà accompagné depuis la sortie. donc elle est croyante en toi. Elle croyait en moi, exactement. Et puis après, voilà, j'ai aussi toujours 2-3 personnes autour de moi qui m'aident au studio. Et donc, le fait d'être entouré, tu peux plus être autant dispersé. Donc, tu dois aussi te créer une routine, comme tu dis. Après, c'est tellement varié. Et puis, c'est un métier aussi qui s'arrête jamais parce que la création, bon, bah, dans le lit, ça m'arrive de me réveiller à 2 heures. Ou de sortir du lit, il faut que j'aille faire un crayonné. Il faut que j'aille. Parce que c'est l'idée qui va. Je vais penser à ça et je vais avoir la bonne idée. Donc, il ne faut pas que je l'oublie. Je t'arrête jamais. Donc, on ne s'arrête jamais. Et c'est vrai que les premières années, je n'ai jamais pris de vacances. Et mes amis me le reprochaient beaucoup parce que j'étais vraiment, je savais que c'est maintenant qu'il fallait que je fasse mes preuves et j'avais peur qu'on prenne ma place, entre guillemets. Je savais que j'étais en train de proposer quelque chose d'intéressant et j'avais très peur que quelqu'un d'autre de plus visible que moi en fait arrive et me pique toute ma démarche. Donc j'essaie d'aller très vite en fait et j'avais cette peur absolue qu'on me dépasse. C'est hyper intéressant ce que tu dis là. On va parler peut-être du plagiat ou du vol directement. Ouais. Ça marche comment dans le monde de l'art? C'est comme tu viens de dire, en fait, il y a quelqu'un d'un peu plus. On le sait que tous les gens plagient. Je sais plus, c'est genre Gad Elmaleh qui plagie, je sais plus qui, un petit mec je sais plus, de Montréal. Exactement, je crois que c'est ça. C'est un truc dans le genre. Donc si les plus grands sont capables, parce que c'est tellement dur de créer, c'est quoi ton approche par rapport à ça? Ça fait peur, tu dis, il faut le faire en sous-marin, il faut le faire plus vite que tout le monde. Après, ça a toujours du bon de se faire copier. Ça veut dire que ça plaît et de toute façon, il faut se renouveler. Donc voilà, il y a toujours un côté... c'est le jeu aussi. Donc, mais ça pique toujours quand on se fait piquer, quand on se fait voler une idée. Et surtout si c'est
bah, quelqu'un de ton entourage qui te la met un peu à l'envers. C'est jamais. Ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé bah, plusieurs fois. Maintenant, il faut savoir gérer ce genre de situation. C'est pour ça que maintenant tous mes projets sont protégés. J'ai un avocat aussi qui m'entoure, donc qui, à chaque projet qui. Quand tu dis protéger, c'est protéger légalement ou protéger, genre tu essaies d'être dans le plus grand secret et de pas Non, trop en discuter? bah, les deux de toute façon. Ouais. Après, ça va dépendre des collabs, justement, parce que beaucoup de collabs que je peux faire avec les marques, souvent on signe un contrat de confidentialité. Euh, Et donc, on ne peut pas en parler jusqu'à ce que le projet sorte. Mais Ouais. moi, pour les projets perso, pour mes créations, je les dépose pour pas me les faire piquer ou quoi. Après, Hmm. c'est tellement délicat parce qu'en fait, pour le vol d'idées, il faut vraiment que les œuvres soient identiques. S'il y a un détail qui change ou Évidemment. quoi. Et c'est là où ça devient très dangereux, où on peut vraiment... donc, c'est toujours compliqué de prouver ou quoi. Mais après, voilà, moi, mon but, c'est de me renouveler. Donc, voilà, j'essaie de prouver au quotidien que je ne fais pas tout le temps la même chose et d'aller le plus loin possible. Donc, Donc oui, je vais pas dire c'est la fuite vers l'avant, mais c'est de te dire en fait, faut essayer de cadrer ça et puis il faut juste avancer. il faut avancer, c'est ça, ouais. On n'a pas fini sur Instagram, c'est-à-dire, moi je cherche toujours à comprendre comment tu passes de 500 à 50 000. Et tu as dit en fait c'est long, ça prend du temps. Ouais. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de recette magique, c'est que tu n'as pas fait un partenariat qui t'a amené 20 000 abonnés. Dernièrement, si, Ah, bizarrement, bah, on va prendre il y a eu historiquement, genre un dans ces 6 projet qui dernières a années. fait. Ouais. Je sais que ça va être difficile cette expérience de pensée, mais est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu te rappelles plutôt Les grands temps, en fait, les grands temps chaque année, tu es à peu près à combien de milliers d'abonnés? bah, comme je te disais, j'ai dû commencer à 500 abonnés, donc c'est quand même Mhm. assez Année basique au final classique, ouais. pour un lancement. La première année, je devais tourner vers 2-3 000, j'avais parlé euros, 2-3 000 followers. Puis après, voilà, au bout de la deuxième, les premières collabs, je pense Canal+ aussi m'en a apporté, donc j'ai dû passer la barre des 10 000 avec le projet Canal+. Ça, Et c'est année 3. année 2, je crois. Ah, c'est beau déjà. Oui, Année donc 2, quand ouais. même une belle collab. Ouais. Comment tu rentres chez Canal+? Ils te découvrent, c'est réseau, c'est... Alors, Canal+, en fait, j'ai un prof à Penningen qui s'appelle Étienne Robial, qui a été en fait directeur artistique qui a créé le logo aussi Canal+, et qui m'a présenté au nouveau directeur artistique de Canal+. Tu vois, quand je te disais, je crois pas trop à la chance, toujours C'est des connexions, de toute des façon, connexions, c'est toujours évidemment. des liens de cause à effet, Ok. Évidemment. Et donc, il m'a présenté lors de mon diplôme, mais ça a mis un an avant de se faire parce que je les ai relancés énormément. Je leur ai fait une maquette Canal+ pour leur faire comprendre que je pouvais coller Hmm. à leur univers. Ça a été très, très long. Et en fait, petite anecdote, j'étais en train de faire énormément de projets de tests pour Antoine Decaune, des plateaux télé, etc. Et T'es payé à ce moment-là? Ou si je suis payé, mais comme voilà, c'est vrai ça? que c'était pas énorme. Maintenant, je me rends compte et c'est vrai aussi. Mais Bah, c'est normal, quand faut on est jeune, commencer, on hein. se fait un peu avoir Et puis, vu comme tu dis, bah, tu te fais avoir, mais t'apprends, ouais, t'es sur les plateaux. exactement. C'est Tu te une rappelles magnifique expérience. du tarif, c'est quoi? Ils te prenaient au tarif par jour, à la journée, ou C'était c'était... payé tarif freelance à la journée. Ouais, Je ouais. vais pas te dire des bêtises, donc je vais pas, mais c'était pas énorme comparé Mm. à ce qu'on peut faire maintenant. Après, c'est normal. Maintenant, j'ai un studio, c'est différent. Euh, Maintenant, oui, De toute bah, façon, on va parler de sous à un moment donné. on va Un parler de peu. sous. Ah Ok. ouais, bah oui, on parle de business, on parle d'art. On veut tous savoir comment on se rémunère, et à quoi ça ressemble la prochaine monétisation. On va parler de NFT, on va parler de Ouais, tout ça ouais. après. Mais je te laisse continuer d'avoir. Et donc, oui, donc je créais beaucoup de concepts pour les émissions d'Antoine Decaune. Et un projet devait se lancer. On avait presque signé. On devait partir en production le lendemain. On m'appelle à minuit, on me dit on arrête tout finalement. Antoine Decaune arrête son émission. Donc là, dégoûté, ça faisait plusieurs mois que je travaillais sur cette émission. C'était mon premier Wow. lancement. Donc je me suis dit, bon, Wow. bah, grosse remise en question. Et, euh, et en fait, voilà, le fait de rien lâcher pendant 2 semaines, ils ont compris, les directeurs artistiques de Canal+ a compris qu'il y avait vraiment un intérêt à me placer. Et en fait, j'étais là au bon endroit, bon moment et au bon endroit. L'émission du Grand Journal venait de s'arrêter et cherchait en fait une nouvelle direction artistique pour l'info du vrai.
Et j'ai eu 2 semaines pour tout créer, les maquettes, le concept, etc. Donc, c'était assez fou. Et, et voilà, par chance ou pas par chance, mais voilà, il pensait à moi pour ce nouveau concept. Tu l'as dit, tu n'as encore rien lâché. J'étais tout Ça veut dire jeune. quoi, rien lâché? C'est qu'en gros, tu les as harcelés, je vais dire, bah, ok, mais de toute façon, j'ai ce truc-là. Ouais, exactement. J'étais là, Mais- j'étais là-bas sur place tout le temps. Je leur montrais que c'était moi où il n'y avait pas d'autre réponse possible, quoi. Et la preuve en est, on est allé au bout du projet. Et ça a été une réussite. Donc Ça, c'est vraiment, un projet à combien financièrement pour le studio? Parce que faut bien, pour contextualiser pour tout le monde, il y a quand même une équipe, etc. alors j'étais seul à l'époque. Hein, j'avais pas de studio. Alors, directement. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a les frais de production, il y a beaucoup de recherche. Après, je compte pas la recherche, mais c'est vrai que ça peut aller dans les, peut-être dans les 30 40 000 pour un projet comme ça. Et après, c'est vrai qu'il y a les droits télé aussi. Donc ça aussi, Ça, c'est c'est bien, intéressant. Parce qu'en Ah fait, c'est une oui. émission qui a duré pendant 3 ans ou 4 ans, il me semble. Donc en fait, chaque année, c'est aussi une protection pour les artistes. Donc il y a la SACEM pour la musique, mais il y a la DHGP qui est connue pour... Et c'est quoi, tu prends des royalties? C'est-à-dire, C'est tu ça, prends exactement. le nombre de fois où il y a ça passe Exactement. à l'écran. Ouais, c'est ça. Et c'est juste concrètement, c'est quoi? C'est 2-3% de je ne sais quoi? Comment on calcule ça? Ça va être calculé au nombre de passages télé, de rediffusion, et ça varie en fonction justement de chaque année. Donc, mais ça, je n'ai plus le chiffre en tête, mais oui, c'est des Ah, mais revues ça, c'est trop complémentaires. bien. Mais elle Et, est tous faire de la télé. et Elle ça, est tous faire- du coup, C'est vrai que tu me fais. Bon, c'est un modèle SaaS, tu sais, dans le pour dans les artistes, ça, startups, c'est vraiment à prendre en compte ça parce tombe, que... c'est de l'abonnement qui tombe en fait, tous Ouais. les mois. Enfin, ou tous les 3 mois, Ouais, c'est ça, ouais. Incroyable. Et au début, je ne savais pas. La première année, je n'étais pas au courant. Et j'ouvre ma boîte aux lettres et je vois un montant et je me dis, oh, encore les impôts, c'est pas ce montant. et je pensais que j'allais devoir payer, en fait. Je ne m'attendais pas à avoir un... Et je crois que j'ai mis vraiment 2-3 minutes avant de comprendre que C'était pour toi. c'était pour moi. Et donc là, bonne nouvelle quand même. Ça va, ouais. Ça m'a fait Le un soir, petit tu vas choc, rester tranquille. ouais. Ok, donc royalties plus ça. Ouais, c'est canon ça. Et ça permet aussi de financer toutes les autres œuvres où là, c'est plus de l'exploratoire. C'est exactement pour ça que j'ai pu me lancer, parce que j'avais aucune ressource avant d'être à mon compte et j'avais besoin de payer mon appartement, donc je ne pouvais pas me lancer sans client. Et le fait de gagner une somme aussi importante jeune, c'est ce qui a pu payer 24 ans, 25 ans. Ouais, 24 ans. Donc c'est ce qui a pu payer mes premières expérimentations et de me tester. Et démarcher, en fait, parce qu'il me faut du temps pour démarcher mes clients, etc. Donc, sans ça, je n'aurais pas pu me lancer. Vraiment, je n'avais pas les moyens, mes parents ne m'avançaient pas des sous. Et puis aussi quoi. pour montrer à tes parents que tu vois que ça fonctionne. Et Là oui, aussi, ouais, on peut gagner ça a de été la l'argent. première vraie fierté, oui, bien sûr. Et ça, même, j'avais invité tous mes amis pour la première de Canal+. On a vu à la télé, donc pour moi, j'étais comme un fou. C'était trop un beau moment. Ouais. Mais c'est important d'en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont nous regarder ou qui nous écoutent et ils sont dans dans ce contexte-là où en fait t'as envie de faire un truc et ton entourage comprend pas ou n'a rien à voir. Et donc il faut à un moment donné aussi se dire je vais le faire, mais je peux aussi à un autre moment prouver avec leurs valeurs ou leur vision de la vie que ce que je fais fonctionne. Et ils comprennent, on reliera à un moment donné comme ça. Donc quand tu as une famille plutôt business, tu es obligé de le lier à un moment donné au financier ou à quelque chose comme ça. C'est ça, ouais. Il faut toujours prouver à son entourage par une réussite, par ce qui est un peu logique aussi si ils veulent le meilleur pour nous, donc il faut aussi leur montrer. Ça, quand et tu c'est as à 20 moi ans, de prendre tu ton sais, indépendance. ouais, t'es genre, ils veulent le meilleur pour moi. Bah non, s'il voulait, il me laisserait faire ce que je veux, il a rien compris. Ouais, c'est vrai. Puis après, bon, à ce moment-là, je n'étais pas en train de penser à mes parents, je t'avoue. Moi, j'étais dans ma détermination de réussir mon projet. Et voilà, mais c'est vrai que c'est important aussi. Voilà, je sais en tout cas la difficulté que ça peut être de se lancer en solo. Mais ça, l'important, ça va être de trouver le bon projet qui va nous rassurer et permettre de financer quelques mois et de respirer un peu. Moi, j'ai eu la chance avec ce projet de Canal+. D'autres, ça va être avec une aide des parents ou quoi, mais comme dans l'entrepreneuriat, il faut avoir un Exactement. petit, pas besoin d'avoir des milliers et des cents non plus, mais Ouais, juste c'est ça. un petit coussin.
Mais ça se lie bien avec ma prochaine question. Euh, Imaginons que j'ai envie ou quelqu'un dans l'audience veut se lancer en tant qu'artiste, genre là en 2022, artiste digital. Mhm. Tu lui conseilles de commencer par où? Alors, je lui compte, ça va dépendre, parce que c'est vrai que c'est tellement varié, être artiste, photographe ou illustrateur. Ça va être de se constituer un réseau, en fait, et de connaître, en fait, le, de connaître ses clients, de connaître les personnes et de les approcher, de trouver la stratégie de les approcher, de les intéresser. C'est là où ça va vraiment... pour le début, c'est ça qui va être intéressant, c'est de Donc toi, connaître tu as son... directement la démarche commerciale, entrepreneuriale, Ouais. et tu te dis pas que bah, peut-être quand même il faut avoir cette démarche que toi tu avais déjà dès le début, si je comprends bien. Plus tu connaissais déjà ta démarche artistique en fait, tu l'as très Oui, vite eu. oui, bien sûr, oui. Est-ce que si tu veux découvrir peut-être cette première étape, genre moi par exemple, disons, il y a un truc qui m'intéresse, Oui, oui, moi j'aime je pars déjà écrire. de l'idée que tu as déjà le produit à leur proposer Hmm, ou ton idée créative, hmm. ou ton talent Et pour un musicien. par exemple, ben, Ouais, tiens, faisons simple, tu es humoriste ouais, ou artiste plasticien. ok. Et tu voudrais commencer là, en 2022, et t'es pas sûr encore que ce soit ça. En fait, tu es dans D'accord, cette d'accord, démarche en ok. fait d'essayer de comprendre, ouais, dans l'idéation, comme on dit dans l'entrepreneuriat, de savoir où est-ce que tu veux aller. Tu sais pas encore si tu veux vraiment faire du plastique, peut-être plus de la peinture, peut-être, je sais pas. Bah, il faut se lancer, il faut se faire confiance. C'est pour ça aussi que je touche à tout, parce qu'en fait, c'est sans limite. Donc, je suis sans cesse en train d'expérimenter. Et le conseil que je peux donner, ça va être bah, de se tester, de ne pas avoir peur de rater. Euh, Observer ce qui se passe autour de soi beaucoup, que ce soit des parcours ou essayer de comprendre comment faire pour mettre en avant son talent, et être à l'écoute aussi beaucoup des autres. Parce que bon, après, si on n'a pas de talent, il faut savoir l'écouter et s'arrêter au bon moment, et pas s'engouffrer dans quelque chose. Comment tu le sais quand t'as pas de talent? Parce que tu peux pas vraiment savoir au final. Il y a des gens qui te diront non. Moi, il y a des gens qui m'ont dit c'est impossible toute ma vie. Et un jour, j'ai eu le droit d'avoir un studio d'enregistrement. Un jour, j'aurai d'autres choses. Alors qu'on m'a toujours dit bah non, t'es pas fait pour ça, ou peut-être que c'est pas la bonne manière. Oui, parce que le talent, après, c'est un vaste sujet. Et, je pense que tout le monde a. En gros, oui, c'est ça. À a- quel moment tu décides de t'arrêter? Parce qu'en gros, ouais. tu fails, t'as des échecs, t'as des échecs. Et on dit bon, pas ouf, pas ouf. Tu sens que ça prend pas. Bah après, il y a la réalité financière qui te rattrape. Ça, je le vois chez des amis qui ont cette envie, mais il y a un moment, bah, il faut qu'ils trouvent autre chose. Et c'est là aussi où son entourage, toujours on revient à ça, c'est très important de les écouter Hmm. et pas d'écouter bah, la critique ou le conseil d'un ami ou de sa famille qui va te dire... bon, si c'est une fois, bah, voilà, mais si c'est à répétition, à un moment, il faut savoir aussi en sortir et c'est très compliqué pour des amis qui étaient soit artistes aussi et qui sont partis vers autre chose. C'est très compliqué, surtout quand on a fait, j'ai des amis qui ont fait 5 ans d'école et au final, ils ne trouvaient pas de taf après et ils sont partis vers toute autre chose alors que c'est ça qui les animait. Qu'est-ce qui a fait la différence entre eux et toi? Si on essaie juste factuellement. Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la détermination? Est-ce que c'est le nombre d'heures, tout bêtement? Est-ce que c'est le fait de montrer son travail? Je sais pas si tu vois ce livre US, Show Your Work. C'est genre, c'est vraiment à l'américaine, c'est de dire, peu importe ce que tu fais, il faut que tu l'exposes au maximum partout. Ouais, ou le Parce que, nombre il y a une théorie ici, des 10 000 heures de travail pour arriver à un talent ou pour... par exemple aussi, euh, alors, qu'est-ce qui a fait avec du recul, je dis, ouais, toi, ce que tu vois, hein, je sais pas que c'est la vérité générale, s'ils nous écoutent. Ouais, non, ce qui a fait que bah, ça va être vraiment les relations que j'ai pu créer, les personnes qui ont pu me mettre en avant. Il suffit pas d'avoir un talent finalement ou d'avoir quelque chose d'important à montrer parce que ça, tout le monde a son petit talent caché, j'ai envie de dire. Mhm. Mais l'idée, c'est d'intéresser les bonnes personnes, que les bonnes personnes vous fassent confiance et vous ouvrent leur réseau. Et après, voilà, que la machine prenne. Et ça, bah, ça va être aussi
la force des amitiés qu'on va créer dans le temps. Ça va être de toujours remercier les personnes qui nous font profiter ou qui nous mettent en avant. Ça, c'est très important. Il ne faut pas négliger ça parce que vraiment, c'est ce qui pousse à notre réussite ou c'est ce qui peut aussi pousser à notre perte. Enfin, et, euh, et du coup, c'est le réseau, selon moi, qui fait que le talent ou non va prendre. Sinon, on reste artiste du dimanche et on le montre à personne. C'est important de montrer, montrer. Comme tu disais, du coup, pas avoir peur de montrer, de se faire voler des idées. Sinon, on montre rien, on laisse tout dans les tiroirs. Donc, faut vraiment pas avoir peur de ça. Montrer, quitte à justement de se renouveler en permanence. Euh, et voilà, donc ouais, j'en Et reviens comment souvent. tu mesures Encore une fois, c'est toujours cette différence entre ceux qui ont réussi, ceux qui ont été les plus résilients, et en même temps, à un moment donné, il faut savoir arrêter. Et comment tu mesures, toi, justement au tout début, on essaie de se remettre au tout début, ce qui fonctionne ou pas en termes d'art ou d'œuvre d'art? C'est tellement complexe. Ah ouais, ça c'est tellement Parce que, aléatoire et tellement personnel finalement. Qu'est-ce que. Mais imaginons, je mets 2 œuvres d'art là sur Instagram que j'ai créées et ouais. j'ai des retours. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qui mesure le fait que c'est entre guillemets bien, où je vais dans la bonne direction ou pas bien? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une mesure du kiff ou du plaisir que je prends à le faire? Les gens vont le ressentir de toute façon. Il faut se faire plaisir, ça c'est évident, et c'est ce qui a fait que ça a marché, je pense, pour moi aussi. C'est qu'on ressentait l'envie et la prise de risque dans chacun de mes projets, et que j'étais animé et que j'étais passionné, en fait, ça Je s'est repense aux ressenti. 15 000 trous dans les... Voilà. Et Là, c'est du kiff, ça, c'est ça. ça, c'était vraiment du kiff. Mais voilà, on va le ressentir, l'authenticité dans chacune des œuvres. Ça aussi, sur les réseaux, ça, c'est ce qui fonctionne. Euh, c'est l'authenticité de chaque œuvre. C'est pour ça que souvent les make-in progress, c'est ce qui plaît le plus aussi sur les réseaux sociaux, c'est de voir aussi Mhm. l'envers du décor, Les coulisses. comment l'artiste s'y est pris, le côté caché, et que la magie opère dans un post ou dans... Puis après, ça va être vraiment en fonction de chacun des profils. Moi, je le ressens dans mes créations. Je vais faire un papillon et un scarabée. Qui va préférer le papillon? C'est par rapport à son vécu. Exactement. Donc, c'est vrai qu'après, j'ai des thématiques qui sont assez populaires finalement ou qui touchent un plus grand nombre de personnes. Le thème animalier, le thème végétal. Je ne suis pas allé m'enfermer aussi dans une thématique très sombre, très dark qui parle à peu de monde aussi. Donc voilà, j'essaie d'ouvrir aussi mon art au plus grand nombre. On n'a pas parlé de ça quand même. Ça va faire 42 minutes qu'on discute et on n'a pas encore parlé justement de ces choix artistiques, cette démarche. J'ai vu aussi Slow Life. Ouais. Justement, ce terme animalier, beaucoup dans les couleurs good vibe, cette belle énergie. C'est ça. Comment est-ce que ça se détermine en fait ça? Tu te dis au début, je pose une question un peu bête, mais tu te fais une matrice, ça c'est ce que j'aime, ça c'est ce que j'aime moins, ou c'est peu à peu, tu te dis, en fait, moi le noir et le gris, machin, moins. Par contre, quand ça en jette, quand il y a de la couleur, quand je vois que ça réfléchit même sur les gens, ça leur fait du bien quand ils passent devant. Exactement. Déjà, je me fais plaisir, moi, dans ma création. Donc, je pars du principe que si je me fais plaisir quand je crée, les personnes qui vont le voir aussi vont, ou pas, après, ça encore, ça va les toucher. Et j'essaie, quand je crée, je me projette souvent dans l'œil de chacun, en fait. Je visualise un mur blanc, je projette mon œuvre, j'arrive à très bien me repérer dans l'espace et j'essaye en tout cas de me mettre à la place de tel ou tel pote, des potes complètement différents et savoir comment ils vont percevoir mon œuvre en fait. Et c'est comme ça que j'essaye de créer, de toucher, d'émouvoir le spectateur. Ça, tu te le notes dans un carnet à chaque fois. C'est quoi le process pour justement découvrir encore une fois? Là, je pense que c'est vraiment cette démarche de se découvrir soi-même en tant qu'artiste. C'est vrai que je vais noter beaucoup d'idées dans des carnets, donc j'ai beaucoup de tiroirs et je vais prendre des directions en fonction de mes envies en fait. Même demain, là ce mois-ci j'ai des projets mis en place, etc. Mais le mois d'après, on va dire, façon de parler, je ne sais pas de quoi demain est fait. Et ça va être en fonction de mes envies du moment. Donc c'est vrai que je peux très bien tout arrêter pour au final avoir une envie qui va me prendre. Et c'est ça aussi la chance d'un artiste, c'est cette liberté
et de pouvoir choisir ses clients ou en tout cas dans la partie plus personnelle et artistique, d'être totalement libre dans la création. Et ça, c'est une chance inouïe, et ça, j'en ai conscience. Et c'est ça qui me repousse chaque jour. Je sais que j'ai énormément de chance. Ouais, C'est trop bien de te rendre compte, parce que c'est beaucoup de travail aussi. ouais, c'est énormément de travail. Et C'est beaucoup de concessions, beaucoup de travail. Mais une passion, ça n'a pas de prix, en fait. Ça dépasse tout. Et puis maintenant, j'essaie aussi d'équilibrer mon temps et passion ou obsession? Non, passion. Passion. Non, je dirais pas Quand tu te juste. réveilles à 2 heures du mat, on va, de toute façon, on va y venir. Parce que je t'ai dit, hein, on va arriver dans un truc un peu plus deep. Il y a des temps où vraiment je me laisse emporter et il y a des gros rushs en fait. Hmm. Il y a des mois aussi qui vont être plus calmes et il y a des mois qui vont vraiment, ça dépend en fonction des projets. Donc bien sûr, il y a des périodes de gros rush et ça peut limite tourner à l'obsession parce qu'on veut voir le résultat fini et c'est ça aussi qui anime nos journées. C'est que, et encore plus le fait que je fasse de la création, du volume, je trouve ça tellement jouissif finalement d'avoir toute l'idée en tête et après en fait d'arriver à la finalité de l'objet fini et de le voir sortir. Et du coup, oui, on attend ce moment de voir le projet et la finalité. Mais T'es dans quel état émotionnel quand t'accouches d'une œuvre complexe, compliquée, longue? C'est tu sais, ce processus d'accouchement où quand c'est là, c'est tellement de travail. Un peu comme les... C'est assez connu, tu vois, les baby boom, pardon, baby boom, c'est pas ça, baby blues, n'importe quoi. Baby blues ou ces joueurs de NBA en fait qui remportent la finale et en fait tombent presque en dépression après ou un écrivain qui finit son bouquin, ça fait 2 ans qu'il est dessus, qui tombe, enfin qui hmm, en peut plus. c'est vrai que très courts sont les moments où on peut se féliciter ou en tout cas se rendre compte de ce qu'on a fait parce qu'on est tellement actif quand on est artiste. Euh, c'est du coup chaque petit moment de réussite ou en tout cas on termine le projet quand j'ai pu finir mon exposition et que j'ai vu toutes mes œuvres exposées. J'étais fier, mais c'est vrai que très vite, on passe à autre chose parce qu'il y a, en fait, ça va trop vite. Il y a un autre projet qui suit. Il faut tout le temps être dans l'exécution d'un projet. Mais oui, quand je vois une œuvre finalisée dans mon atelier, euh, je sais pas si je me rends compte ou pas. J'ai besoin peut-être aussi d'avoir l'avis des autres pour me rendre compte parce que par moment, je sors quelque chose, une œuvre. Et je sais pas du tout, en fait, j'ai besoin vraiment qu'on me donne un avis parce que j'ai tellement nez dedans que je sais même plus en fait ce que j'ai fait, quoi. Est-ce que tu profites plus justement de ce bébé, de cette œuvre dans ton studio tout seul quand elle est finie et peut-être que tu as une ou deux personnes qui viennent en parler aussi ou qui te donnent un Mhm. avis ou quand elle est exposée, il y a plein de gens, justement il y a ce brouhaha, il y a ce mouvement, il y a aussi cette demande d'attention de l'artiste, on dit, tiens explique-nous machin. Euh, Ça va être ce qui va me faire plaisir, c'est forcément d'avoir les retours et d'avoir ce monde justement que j'ai pu avoir à l'exposition au vernissage. Ça m'a fait énormément plaisir parce que un artiste travaille beaucoup seul dans son atelier et souvent la tête dans son œuvre, on va dire. Et puis là, justement, d'en sortir et d'avoir ce monde et ses retours, ça m'a fait énormément plaisir et ça me donne envie d'aller encore plus loin et de me dépasser. Et puis après, d'avoir des retours positifs aussi de personnes que j'affectionne et que j'admire, là, la critique est encore plus valorisante ou la critique aussi. Et ça, Question, on avait parlé un peu de deep, mais juste avant, j'ai une question que je dois absolument poser sans transition comme ça, c'est ouais, t'exposes aussi en pleine ville, ouais, dans le 15e j'ai vu. ouais, L'expo du joueur NBA, enfin ouais, joueur qui ouais, dunk, c'est dans le 15e aussi. ouais, ouais. Ok. La première question, c'est même pas comment ça devient, c'est comment tu fais pour être exposé en pleine rue à Paris. Alors, Je pense que tout le monde se demande ça. bien sûr, mais tu as été agréablement surpris alors parce que c'est une 3D. En fait, je vais t'expliquer un peu l'histoire de ce projet. C'est venu pendant le premier confinement. Chaque artiste, en tout cas moi, pour ma part, j'avais pas accès à mon atelier, je ne pouvais pas créer. Et c'était un moment fort parce que justement la place des artistes à ce moment-là était importante. C'était un peu le moment justement de créer, mais sans son atelier, c'était une vraie problématique pour moi. Et, euh, et en fait, j'en ai profité pour faire des projets dans l'espace urbain
avec ce projet de 3D que tu as pu voir, donc des messages, des typographies avec des messages colorés et des messages plutôt good vibes autour de l'environnement, slow life, love, hope. Et donc, c'est des messages qui fonctionnaient sur le principe du cadran solaire en fonction de l'orientation de la lumière. L'ombre portée était en mouvement et évoluait tout au long de la journée. Et en fait, c'était une manière de redonner de la vie dans la ville parce qu'on avait été tous en fait bloqués chez soi, confinés. Et donc, c'était un moyen de retrouver, de laisser que la vie, que la nature reprenne ses droits en fait, et d'animer la ville alors qu'elle était totalement fantôme. Et comment tu fais pour avoir le droit de poser? Il faut les poser quand même, ces espèces de cadrans solaires. Alors, comment je m'y suis pris, c'est que j'ai filmé en fait en accéléré des murs blancs dans la ville, et puis après par intégration, on a mis des 3D dans chacune des murs que j'avais filmés. Donc c'est pas des vraies installations, elles sont pas physiques. Elles sont pas physiques. Ok. Mais c'était déjà en fait du coup des NFT finalement. Magnifique transition. C'était déjà des œuvres digitales Mm-hmm. au tout début du confinement. Sauf qu'en fait, on en parlait à peine. C'était le début et moi, j'en avais entendu parler par des amis, mais c'était un peu éloigné de moi. J'avais pas encore bien compris, saisi le sujet. Mm-hmm. Mais voilà, je me suis amusé en fait pendant tout le confinement à créer finalement des NFT, des œuvres digitales. Qui c'est des œuvres donc 3D, mais qui pourraient très bien aussi voir le jour et qui fonctionneraient tout aussi bien. Et ça, suite à ça, j'ai été approché par beaucoup d'institutions pour faire des projets de ce type-là, que ce soit en France ou à l'international. Donc là, justement, c'est en réflexion sur... En réel ou toujours en réel. En digital? En réel, bien sûr. T'en penses quoi, justement, de cette nouvelle vague art digital, NFT, là carrément non-fungible token, Ouais. mais du point de vue artistique? T'en penses quoi? C'est une hype? Alors moi, ça va faire vraiment un an que je m'intéresse au sujet. Écoute, moi, je pense que ça rebat les cartes du milieu de l'art, vraiment, même les grandes maisons de vente aux enchères s'y mettent. C'est vraiment un sujet qui a pris tout son sens là depuis pendant le confinement, parce que du coup, le fait que ça soit... que tout le monde se digitalise, forcément, l'art aussi. Et maintenant, même les galeries sont digitales. Enfin, on peut créer sa propre galerie. C'est assez fou ce qui se passe. Et mon point de vue à moi, je trouve ça vraiment intéressant. En fait, on peut vraiment créer des œuvres utopiques aussi. C'est ce que je fais dans l'espace urbain. C'est des choses qui coûteraient... Il y en a qui seraient qui coûteraient beaucoup trop cher. Et justement, ça permet aussi de créer une émotion. Finalement, c'est ce que recherche l'art. Donc une NFT peut très bien créer une émotion parce que... Tu as déjà vendu, toi? Parce que tu peux à peu près vendre de tout en NFT. Tu Exactement. peux vendre ta souris qui a servi à faire cette œuvre à le droit de la regarder. Et on m'a approché pour... il y a beaucoup de collectionneurs qui souhaitent en acheter, mais je suis en train de choisir, en fait, de déterminer le bon lancement, parce qu'il ne faut pas que ça fasse un flop. Il y a beaucoup de plateformes, OpenSea, Super Rare, Rarible. OpenSea qui a, je ne sais plus, x10 sur les transactions en à peine. Ouais, non, mais les chiffres sont complètement fous. Donc c'est vrai que pour un artiste, je pense que c'est pas que c'est important, mais je pense qu'il ne faut pas passer à côté de ça. Après, il ne faut pas non plus délaisser le côté matériel et pour se concentrer juste sur ce digital. C'est pour ça que moi, je trouve ça important de faire des œuvres digitales qui pourraient très bien aussi être en maquette pour pas perdre ce côté artiste manuel qui me plaît aussi en côté production. Donc ça c'est une chose. Mais après, voilà, pour un artiste qui a envie d'être valorisé aussi financièrement, c'est aussi une chance unique parce que les prix sont assez fous. Il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas la chance qui ne gagnent pas forcément beaucoup d'argent, et c'est aussi peut-être un tournant pour eux pour gagner. Mais j'ai l'impression quand même que c'est une énorme hype. Alors je m'explique, c'est que on voit beaucoup dans les médias, justement, c'est, comment on appelle ça? C'est les apes, là, Bored Ape. Ouais, Bored Ape, exactement. C'est Monkey, exactement. Mais en fait, quand on regarde vraiment l'histoire derrière, moi, j'aime bien quand même décomposer les histoires réussites, pourquoi ça fonctionne. C'est jamais personne derrière, c'est jamais des artistes qui se trouvent comme ça.
Et c'est Logan Paul, il me semble, Ouais. qui disait, je mise sur deux choses quand moi j'achète des NFT. C'est un, est-ce que l'œuvre d'art me plaît? C'est quand même le numéro un, hein. Ouais. Et deux, est-ce que la personne qui porte le projet a une communauté? C'est Mhm. hyper intéressant ce second, parce que c'est finalement ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Instagram, etc. Parce que s'il n'y a pas de communauté, finalement, il n'y a pas de NFT, puisque tout le monde est capable d'en créer une en 3 minutes. Oui, c'est exactement ce que tu disais, ça va être... C'est du trading presque d'une œuvre. Donc il faut qu'il y ait une communauté qui c'est ait ça. envie de l'avoir, cette œuvre. Après, il y a plusieurs types de NFT. Et c'est vrai qu'il y a les NFT de collection. Donc ça, c'était les CryptoPunks ou les singes dont tu viens de parler. Et puis les œuvres artistiques. Donc moi, je vais plutôt m'intéresser à ce genre de collectionneurs et de collection. Et donc dans les NFT de collection, ça va être des grandes séries de 10 000 avec souvent un personnage avec une écharpe ou une casquette, l'autre, enfin, il va y avoir plein de combinaisons possibles, mais elles vont tous toujours un peu se ressembler. Et puis chacun va vouloir faire partie d'une communauté. C'est là en fait où les NFT ont leur sens et leur importance. C'est qu'en fait, acheter un NFT de cette collection, ça veut dire que je fais partie de cette communauté et j'ai des avantages à être dans cette communauté. Exactement. Et donc pour la communauté de qui? La communauté de qui? Pour les... il y a une collection qui est sortie récemment. Le fait d'accéder en fait à cette collection, le ticket d'entrée, je crois, a été de 500 €. Et puis après, beaucoup plus. Dans un premier temps, le fait d'accéder à cette collection te permettait d'accéder au concert en ligne d'un artiste. Et puis, il y avait un tirage au sort d'aller en orbite, je crois, avec l'artiste futur ou je ne sais plus qui. Enfin, il y avait un truc fou comme ça. Donc on en revient quand même à la même chose ça se joue sur le porteur de projet. Ils disent même plus Bien sûr. artiste, ils disent porteur de projet parce qu'il y a un porteur de communauté. Bien sûr. Et après, il va y avoir une hype en fait sur cette collection. Donc, un artiste, Neymar, va acheter une NFT. Dernièrement, ça s'est fait en plus. Plusieurs joueurs du PSG ont acheté une NFT. Donc, en fait, ça va créer une hype. Tout le monde va vouloir faire partie de la collection de Neymar. Et les prix vont gonfler. Donc, en fait, moi qui l'ai acheté 500 €, je vais pouvoir la revendre 10 000 € à telle ou telle personne. Donc, je vais faire une plus-value énorme juste parce qu'il y a une... Mais bon, après, attention à faire... Enfin, il faut quand même faire attention à cette bulle parce que maintenant, des projets NFT comme ça, il y en a 1 sur 100. Donc, il faut vraiment sélectionner le bon. Je pense même qu'il y en a même moins que ça. Hein, parce que je trouve qu'il y a énormément... Il y en a plus eu énormément. d'arnaques et de gens qui essaient justement de... Dès qu'il y a une nouvelle rupture de marché, il y a toujours plein de gens qui vont essayer de faire des choses, même pour gagner de l'argent, de façon pas très honnête. Bah oui, là, tout le monde s'est mis sur le sujet et c'est vrai qu'il faut faire attention. Faut faire attention. Ouais. Donc, 2 conseils, il faut avoir des artistes quand même qui sont, entre guillemets, vraiment des artistes, qui ont déjà un background. Et oui, ça peut être une sécurité. Il y a beaucoup plus de chances que ça soit aussi une sécurité. Exactement, c'est ça. Donc, tu nous diras quand tu te lances. Hein. Je pense que tout le monde a... Bah écoute, ça chauffe là, c'est pour bientôt. Ok. On n'a pas parlé de... Donc là, on a dit NFT. Ah mais attends, juste pour finir sur NFT, est-ce que tu as vu que tu peux acheter donc des résidences maintenant dans les NFT? Ouais, c'est ça. Et tu peux payer 400 000 $ pour être le voisin virtuel de Snoop Dogg. De Snoop Dogg. Ouais, j'ai vu, ouais. Et ça, c'est le même principe. C'est la métaverse. Maintenant, il y a un monde digital qui est en train de se créer. Et donc, tu parles de Snoop Dogg, mais il y a aussi toutes les marques chinoises qui veulent se placer. Donc, c'est des petits carrés comme le risque, en fait. Chacun veut avoir son territoire. Ouais. Et plus le territoire est grand, donc plus tu vas mettre d'argent, plus ta marque va être valorisée. On croirait ce hack des années 2000, je crois, où tu as cette personne qui faisait des pubs au pixel. Et en fait, je sais plus si tu te rappelles, c'était quoi cette histoire? Et en gros, il a réussi à vendre pour 1 million ou 10 millions de dollars de pubs sur un carré grand comme ça, où si plus tu achetais de pixels, plus tu voyais ta marque. Donc, tu avais Pepsi, Coca, machin. Ouais, si, je vois très très bien. Et c'est exactement ça. C'était déjà les prémices des NFT de collection. Et oui, ça c'est assez drôle. Ça s'appelle Sandbox, les territoires, là, les petits. Mais oui, je n'irais pas mettre 100 000 € pour être le voisin de Snoop Dogg dans un monde que personne connaît. Encore. Parce que c'est ça la question, quand tout le monde est dans le métaverse, il reste qui ailleurs? Ouais. Maintenant, à savoir, est-ce que c'est une mode ou pas? Moi, je ne pense pas. Je pense que ça va perdurer et je crois énormément au métaverse. NFT, je pense aussi qu'il va y avoir... Ça va être développé en d'autres projets. Et quand on voit justement que les marques de luxe sont en train de s'y mettre aussi... pour vendre
pour vendre leur sac, c'est assez fou en fait. NFT, c'est sûr. Il y a trop de valeur, il y a trop de choses à faire. C'est comme tu dis, ça rebat, ça redistribue complètement les cartes de ce qu'on savait faire actuellement. Mhm. Metaverse, moi, c'est pas que j'y crois pas, mais j'ai mis des doutes. C'est tellement un sujet impactant socialement et sociétalement Mhm. que je vois pas à un moment l'État pas mettre les mains dedans ou d'autres personnes pas mettre les mains dedans. Ce serait trop bizarre. Peut-être que dans un an, on en reparle et je t'en parlerai, tu seras un hologramme et on sera dans un monde complètement fou. Exactement. Et on sera en NFT, donc on pourra Bah, c'est ça. payer Et le droit de regarder en live avec des NFT. tu dis Et- ça, mais je suis sûr que tu pourrais très bien commercialiser sous forme d'NFT ton podcast Mhm. après Ou des et tickets. le ça, hein. valoriser. Ça, même, je suis sûr que c'est déjà en train d'être. Ça existe, ouais. Ouais. Il y a déjà Mathieu Stéphanie qui avait commencé à faire ce truc-là. Après, D'accord. c'est toutes petites idées. C'est genre, tu Oui, payes oui. ton billet pour venir regarder un peu, tu vois, comme dans une émission de télé. Bon, bah, Euh, on va couper cette partie, on va la garder pour nous alors. Euh, alors, autre question. Tu prédis quoi, du coup, sur la suite des NFT métaverse? C'est vrai, tu le vois évoluer comment, là, même juste dans un an, parce que 10 ans, c'est impossible. Mais... Dans un an, ah oui, donc dans un an, là, je pense qu'il y a eu une bulle et comme je disais, il y a beaucoup de faux, donc ça va redescendre un peu. Après, c'est lié aux crypto-monnaies, donc je pense qu'il y a des hauts, il y a des bas. Je pense qu'il va y avoir un peu un essoufflement. Après, voilà, je ne peux pas prédire l'avenir, mais je pense qu'il va y avoir un essoufflement pendant un temps. Et il y a des nouvelles idées qui vont se créer. Les marques vont s'y mettre. Là, elles sont un peu de temps, mais tout est en train de se mettre en place et je pense que du coup ça va donner un nouveau souffle et un nouveau marché. Donc c'est juste le temps que les marques s'y mettent et là ça va renvoyer fort à mon avis. Mais comme sur toutes les innovations de rupture, hein, ça a toujours un peu cette même courbe où ça explose, après ça retombe beaucoup. Mhm. Après, c'est un peu cette vallée de la mort pendant Ouais. des années, puis après, finalement, ça grandit tout le temps. Mhm. Les cryptos, quand on regarde, ça a explosé il y a 7-8 ans. Là, c'est tombé 3 ans après, quand quand je suis rentré au moment que c'est explosé, donc c'est pire. C'est retombé, et puis là, ça fait que de remonter, donc tu fais x3, x4 sans te rendre compte 5 ans après. Ouais. Et puis là, ça retombe, mais bon, quand on regarde en zoomant un peu out, ça fait que de monter au final. Ouais, c'est vrai. On va passer à la dernière partie de l'interview, si tu veux. C'est le moment où je te pose une série de questions rapides. Donc Ok. le but, c'est d'y répondre le plus succinctement possible. Ok. Ouais, tu peux faire une phrase si tu veux quand même. Ok. Oui. Non. Les 3 livres que tu as le plus offert et pourquoi? Ou alors c'est quoi les 3 livres qui t'ont le plus influencé? Les 3 livres qui m'ont le plus influencé, alors c'est un livre sur Julio Leparc, c'est de l'art cinétique. Alors je ne l'ai pas offert, lui, je l'ai gardé pour moi. Donc voilà, il y a beaucoup il utilise beaucoup aussi de plexiglas et de jeux autour du mouvement, donc ça c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Alors moi, j'ai pas les noms, j'ai offert un livre et tous mes potes entrepreneurs le recommandent, c'est Réussir dans le... Je sais pas si tu l'as, sur l'histoire de Nike. Non, j'ai plus. J'ai Shoe Dog en anglais. Je crois que c'est ça, ouais. Et ça, justement, je l'ai offert à... L'art de la victoire. L'art de la victoire, voilà, exactement. En anglais, c'est Shoe Dog. Ouais. Et donc, oui, non, ça, je l'ai offert à Noël à mon cousin. Et puis après, j'ai une grande collection aussi de livres chez moi, forcément, autour de toutes mes inspirations. Donc, ça va être... dernièrement, j'ai acheté un beau livre sur Basarelli, par exemple, très coloré aussi. Voilà, beaucoup d'inspiration. C'est qui les artistes qui t'inspirent le plus aujourd'hui et puis avant? Pareil, 2-3. Daniel Buren m'inspire beaucoup, d'où les colonnes de Buren qui sont très connues. Après, donc il travaille beaucoup sur la lumière, donc ça m'a beaucoup aidé en fait à construire aussi ma démarche. Voilà. Après, ça va être des designers comme Stark. Ça va être j'ai tellement d'inspiration finalement variées, mais essentiellement c'est quand même l'art cinétique, le mouvement, créer du mouvement, ça m'intéresse beaucoup en fait. Tu suis des chaînes YouTube, des podcasts ou des magazines qui t'inspirent particulièrement? Sincèrement, non. J'écoute pas trop de youtubeurs. Net, précis. Non. C'est quoi ton œuvre d'art préférée? Waouh. Si tu peux en dire une seule. Mon œuvre d'art préférée,
Euh, Ça va être la Monumenta que Daniel Buren a fait au Grand Palais en 2008, il me semble. Donc, c'était des grandes sphères très colorées. Il y avait un jeu justement qui se déplaçait sur le sol avec les ombres colorées. Et, euh, et ça, je trouve que les Monumenta qui ont été faites au Grand Palais sont toujours dingues en fait, justement avec les échelles et justement cette voûte, cette verrière, ça sublime toujours chaque projet. Ta routine préférée pour commencer une journée inspirée? Ma routine préférée, ça va être, je vais quand même commencer ma journée sur Instagram et voir ce qui s'est passé en fait. Surtout que là, c'était la période de Fashion Week, donc il y a eu beaucoup de défilés, beaucoup de décors de dingue. Mhm. Et donc, être au courant de l'actualité du milieu artistique, c'est toujours très inspirant. Euh, Puis après, ça va être aussi, vu que je suis très inspiré par l'espace urbain, juste aller s'aérer un peu, observer ce qui se passe, une lumière, une ombre, ça va m'inspirer. Il suffit de pas grand-chose finalement pour créer. J'ai presque envie d'arrêter là aussi. Je fais pas grand-chose pour créer. Magnifique. Une méthode ou ton truc, justement, quand tu es en manque d'inspiration? Toujours des moments où on finit par avoir des pannes. Ouais, exactement. Tu stresses, tu vas courir, tu cries. Je crie. Non, se défouler, ouais, ça va être faire du sport, prendre des vacances sinon, si vraiment il y a eu des grosses périodes. Ou échanger tout simplement avec ma sœur. Justement, ce qui va me redonner l'envie aussi, ça va être de trouver une belle inspiration qui me donne envie de créer tout simplement. Donc, il faut retrouver un projet qui nous fasse un déclic et ça va être ce genre de choses. Hein. Et enfin, qu'est-ce que je devrais inviter sur ce podcast si t'étais à ma place? Harold Gardas, que j'espère. Ah, mais lui, j'ai déjà la voix. Elle était facile celle-là. Ouais, exactement. Dans l'univers de l'art, des NFT, tu vois, que je connais un peu moins. Ou peu importe ce que tu connais, télé. Tu pourrais inviter Chris Bikwedi, qui est chef cuisinier et qui a une cuisine moléculaire et qui est entrepreneur aussi. Magnifique. Et comme ça, tu auras eu les quatre, Harold, Olivier, moi et Chris. Et puis on a chacun l'expérience. Voilà. Magnifique, trop bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Encore plus d'expérimentation et plus de belles rencontres et encore plus une vie en couleur et en lumière avec des messages encore plus positifs dans l'espace urbain. Trop bien. Merci beaucoup pour ton temps. C'était hyper cool. J'espère qu'on ira reboire des verres autour d'une expo ou d'un vernissage. Avec grand plaisir. Il y en aura d'autres. Oublie pas pour les NFT. Je préviendrai aussi tout le monde quand même. À vous tous aussi, je vous remercie. J'espère que vous avez appris plein de trucs. Si vous avez des questions, on mettra évidemment ton Instagram en bio, etc. Donc n'hésitez pas directement. Pierre.bro. Pierre.bro, directement. Et puis abonnez-vous aussi si vous avez appris. Mettez des commentaires. Ça, vu que c'est que le début de l'émission, moi ça m'intéresse aussi. On parle de feedback depuis le début, c'est un peu la même démarche. Faut voir ce qui plaît moins. Et puis merci à vous. Merci. Ciao.